Je suis professeur de philosophie en lycée et dans le supérieur, et je me suis intéressé notamment à la pensée de Michel Clouscar, un sociologue marxiste des années 70, 80, 90. Si je me suis intéressé à la pornographie, c'était parce que ça fait partie des thèmes qui peuvent être développés justement à partir de la pensée de Kluskar, que lui-même n'a pas thématisé directement, mais pour lesquels il fournit une grille de lecture qui, il me semble, rester manquante aujourd'hui. Ce qui fait que tant qu'on en fait l'économie, on reste prisonnier entre, d'un côté, une vision très conservatrice de la critique de la pornographie, qui en fait est une critique de toute monstration de la nudité en tant que telle, et de l'autre, un discours très libéral finalement, qui refuse de voir en l'abondance pornographique et en l'expansion du commerce de la pornographie un problème. En France, comme dans la plupart des pays du monde qui ont accès à Internet, la pornographie a connu une expansion considérable. Elle représente un tiers de la bande passante mondiale pour les estimations les plus modestes. En fait, là où Kluskar est utile, c'est qu'il permet de donner les outils pour comprendre comment elle a pu devenir une marchandise normale, alors qu'auparavant, elle était non seulement contingentée, mais en partie honteuse. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La consommation de pornographie a été prise en charge par tout un réseau de prescripteurs d'opinion qui vont tout en haut de la chaîne d'un certain nombre d'intellectuels à tout en bas de la chaîne le consommateur. Il y a tout un tas de prescripteurs qui, sur Internet, à la télévision, dans la presse, se sont chargés de montrer à la fois que la pornographie était inoffensive, que sa consommation était un gage de décontraction et de modernité, et qu'il fallait l'accepter comme une marchandise comme les autres, et qu'elle disait beaucoup de celui qui la consommait, d'ailleurs. Qu'elle disait sa jeunesse, son ouverture d'esprit, le fait qu'il est du bon côté de la barrière, hein, pas du côté des bigots conservateurs, qu'il est capable de plaisanter sur le sexe, finalement de rompre avec les morales traditionnelles et assez austères qu'on avait héritées de la France gaulienne. C'était le cas dans les années 70-80, et c'est à plus forte raison le cas aujourd'hui. La pornographie reste un problème parce que tant qu'on promeut sa consommation dans les termes dans lesquels on le fait aujourd'hui, on néglige de réfléchir à deux questions qui sont à la fois les conditions de sa production et les effets psychiques et sociaux de sa consommation. Pas seulement chez les publics les plus jeunes, hein, ça c'est un des points avec lesquels je suis souvent en désaccord avec les gens qui traitent des problèmes liés à la consommation pornographique. À mon avis, ça pose pas de problème uniquement pour la consommation des plus jeunes. Alors en ce qui concerne la production, il me semble qu'on assiste à une régression assez considérable par rapport aux analyses, notamment des féministes radicales dans les années 70, qui définissaient de manière explicite la pornographie comme de la prostitution filmée. Ce faisant, elles rattachaient et la prostitution et la pornographie à la marchandisation des corps, et donc mettaient en question le fait qu'il puisse y avoir une relation librement consentie dans ces termes-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui se disent volontaires, et parfois l'affirment avec un certain militantisme, et qui donc embrassent, semble-t-il, tout à fait volontairement l'acteur pornographique, même si, à mon avis, il faut entendre ces discours-là, qui ont sans doute un certain caractère de nouveauté, il ne faut pas en faire le fin mot de l'enquête. C'est un élément de l'enquête, mais certainement pas sa conclusion, à moins de penser que, sous prétexte qu'on désire quelque chose, on a complètement conscience des raisons pour lesquelles on le désire. À mon avis, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout original d'ailleurs de poser ça, c'est une position très spinoziste, hein. C'est pas parce que je veux faire quelque chose que j'ai conscience des raisons pour lesquelles ça a été rendu désirable. Alors évidemment, il est toujours difficile de mesurer en tout cas les effets de la consommation pornographique sur un public aussi divers soit-il, parce qu'en général, quand les mesures sont faites, c'est fait par des assistants sociaux sur des publics qui sont déjà les publics des assistants sociaux, c'est-à-dire des publics qui sont fragilisés psychologiquement. Et donc, les libéraux, à commencer par Ruvennogien, ont souvent raison de dire qu'il y a une pétition de principe dans le fait de dire que la consommation pornographique pose un problème, puisqu'en général, ça pose un problème sur les gens qui sont déjà prédisposés à avoir un rapport un peu compliqué à la réalité. Néanmoins, la difficulté à démontrer les effets psychiques d'une consommation intense et régulière de pornographie semble profiter de manière assez malhonnête, à mon avis, au libre commerce de la pornographie. C'est-à-dire que sous prétexte qu'il n'est pas possible de démontrer avec autant de rigueur que dans les sciences expérimentales la toxicité de cette consommation-là, le doute profite par principe
Et c'est assez normal puisqu'on est en régime libéral, hein. Le doute profite par principe à la liberté d'entreprendre et donc à la liberté de ceux qui font commerce de la pornographie. On doit être à 2 tiers de consommation par smartphone. En fait, ça s'inscrit dans un mouvement assez long, dans un temps long, qui est un temps d'accession à une consommation de plus en plus individualisée. C'est-à-dire qu'à mesure que la consommation de films pornographiques a été libéralisée, on est passé des cinémas de centre-ville en 74 à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait fait de la libéralisation de ce commerce une promesse de campagne. On est passé des cinémas de centre-ville au cinéma de périphérie. Quand un an plus tard, Giscard revient sur ses pas et décide d'instaurer le classement X qui va rejeter les films pornographiques en dehors du champ du cinéma traditionnel. Mais en même temps que ce rejet en périphérie du cinéma porno s'accomplit, se développent les cabines de visionnage dans les sex shops, et puis en parallèle la consommation par VHS. Et au moment évidemment de la multiplication et de la généralisation des abonnements à Internet, c'est une consommation par ordinateur personnel qui devient la norme. C'est-à-dire qu'à la limite, la télévision, le film pornographique mensuel de Canal+, n'aurait été qu'une étape entre la nécessité de sortir de chez soi pour aller visionner un film pornographique et le libre accès à ce que je veux, ou en tout cas à ce que je crois vouloir, sur un catalogue très large. La consommation par smartphone, à la limite, la seule chose qu'elle apporte de nouveau, c'est que il n'y a même plus de rupture entre le temps de l'intimité, qui est celui de la maison, et le temps du travail. En fait, il y a des chiffres, bon, toujours reconstruits d'après les heures de visionnage, hein, qui suggèrent et qui font un peu plus que suggérer même qu'il y a une consommation régulière chez une part croissante d'individus au travail. Ce qui semble indiquer que comment dire, le sevrage de pornographie devient de plus en plus difficile et que loin d'avoir affaire à une consommation maîtrisée, on a affaire à une consommation qui est de plus en plus boulimique. Oui, c'est une question politique, et là encore, il me semble qu'on est aujourd'hui en pleine régression par rapport à la conscience féministe des années 70-80, mais même par rapport à la conscience, on va dire, de gauche et révolutionnaire sur cette question-là, puisqu'aujourd'hui, une bonne partie du public militant à gauche se définit plutôt en faveur de l'accès à la pornographie et ne consent à la rigueur qu'à réglementer l'accès à, par exemple, la pornographie la plus crue, la plus machiste, la plus hétérocentrée, en encourageant, par exemple, les consommateurs à payer pour une consommation d'un cinéma pornographique responsable. Ça semble extraordinairement naïf, parce que c'est faire confiance à ce qui est vu à l'image, comme si le fait de voir une phase de consentement à l'écran, ça garantissait le consentement réel sur le lieu de tournage. Donc ça, c'est le premier point. C'est pas parce qu'on voit des orteils contractés et des dentelles et des bougies que le tournage n'est pas particulièrement cruel, vicieux et plein de clauses qui n'étaient pas dans le contrat initial. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même en admettant que le tournage se fasse dans les conditions de ce qu'on appelle le consentement, ça pose en fait la question qui est celle du travail salarié en général. Quel est le consentement réel de celui qui se voit contraint de signer un contrat de travail quand il s'agit de remplir le frigo? Alors évidemment, on peut toujours dire que l'acteur ou l'actrice pornographique peut faire autre chose que ce qu'il fait, mais l'objection semble d'assez mauvaise foi, parce que si le choix existe entre d'un côté l'actorat pornographique et de l'autre des métiers extrêmement peu qualifiés, voire parfois carrément dégradants, hein, tous les métiers qui sont ceux du soin, qui sont mal payés, qui sont souvent qui mettent souvent aux prises avec des conditions de travail très pénibles, avec des corps parfois abîmés. Faut pas s'étonner que certains acteurs et certaines actrices vantent les mérites relatifs de l'actorat pornographique, qui, même si le prix à payer est très très fort, au moins donne l'impression, parfois partiellement fondée, d'une certaine maîtrise de son image et d'une certaine supériorité par rapport à ceux qui vont consommer notre image. Défendre la liberté salariale pornographique, ça paraît non seulement naïf, mais ça paraît surtout être une manière acritique de se ranger du côté qui est toujours le même, hein, du côté des détenteurs de capitaux, et non pas du côté de ceux qui travaillent effectivement et mettent leur corps en jeu devant les caméras.
non seulement il est impossible la plupart du temps de récupérer ou de faire supprimer les vidéos dans lesquelles on a joué, puisque l'acteur n'est pas propriétaire des images qui ont été tournées de lui, même d'ailleurs quand elles ont été tournées à son corps défendant. Ça a été toute la difficulté qu'ont eu les victimes de Jackie et Michel de faire retirer des vidéos qui étaient pourtant des vidéos de viol à proprement parler, hein. Et puis, quand bien même il n'y aurait pas cette volonté de faire retirer les images, en fait, les actrices pornographiques souffrent du coup du stigmate qui est attaché à la profession. Alors ça peut paraître paradoxal de la part de quelqu'un qui critique l'industrie pornographique de mettre en lumière cette stigmatisation des actrices pornographiques, mais c'est que justement, il me semble, et c'est dans la lignée directe des travaux de Kluskar, que la société capitaliste hédoniste qui émerge à partir des années 70 et qui succède à une société capitaliste plus traditionnelle, plus austère, moins centrée sur les loisirs et sur la sexualité, cette société capitaliste hédoniste, elle a pour caractéristique d'être duel. C'est-à-dire que d'un côté, elle valorise absolument la totale monstration des corps, l'exposition de la sexualité et le commerce de la sexualité, comme si c'était une liberté supplémentaire ajoutée à la gamme de nos libertés individuelles. Mais de l'autre, elle reste travaillée, et pas seulement chez les couches les plus traditionnalistes, hein, par un certain conservatisme qui fait que, en fait, les prostituées, on est bien content de pouvoir jouir d'elles, mais en même temps, on va continuer de jeter l'opprobre sur leur profession. En tout cas, pas les personnes les plus militantes, mais on va dire le gros de la société. Et donc, valoriser le développement de l'industrie pornographique dans ces conditions-là, ça semble justement être une manière, là encore, assez naïve de jeter tout un tas d'acteurs et surtout d'actrices à l'abattoir, parce qu'on sait très bien qu'elles vont être maltraitées sur les lieux de tournage et qu'elles n'auront pas de possibilité de se reconvertir après coup. Je pense notamment à l'actrice Nikita Bellucci, hein, qui disait qu'elle avait renoncé à avoir un enfant après sa carrière d'actrice parce qu'elle ne voulait pas qu'il subisse toute la honte qui est attachée au métier du sexe. Alors même qu'elle défend justement le libre commerce de la pornographie, tant qu'il est accompli dans des conditions de ce qu'elle appelle le consentement sur lesquelles je ne m'accorde pas quant à leurs conditions de possibilité en tout cas. Quant à savoir s'il existe un lien entre la récession de la sexualité et la hausse de la consommation de pornographie, c'est évidemment difficile à trancher. On est dans la réalité sociale, hein, pas dans la réalité purement physique, et donc c'est évidemment difficile d'isoler des facteurs pour voir lesquels interagissent sur lesquels, comme ce serait le cas dans le cas des sciences dites expérimentales. Néanmoins, c'est pas parce qu'il est difficile d'établir avec précision l'impact de cette consommation sur la société civile qu'on est autorisé à en conclure que cet impact est inexistant. Ce raccourci-là, on voit très bien qui il sert. Il sert à la fois les industries de la pornographie et toutes les personnes qui ont fait profession de devenir les prescripteurs d'opinion de cette marchandise-là. Les industriels de la pornographie n'ont pas intérêt à ce qu'on s'érotise nous-mêmes. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on fasse l'amour, que ce soit avec notre compagnon, notre compagne, pour la simple et bonne raison que ça ne crée pas de valeur. Et que, en tant qu'industrie, eux, leur but premier, c'est pas de nous rendre service, c'est de créer de la valeur économique. Donc, ils ont plutôt intérêt à capter notre excitabilité et à nous rendre captifs du vaste, voire infini catalogue qu'ils nous proposent. Ce qui est certain, c'est que il est plus simple, d'un point de vue affectif, d'être face à un écran d'ordinateur ou face à un smartphone que face à un partenaire qui non seulement peut toujours refuser ce qu'on lui propose, mais même sans parler forcément de refus, nous offre quelque chose comme une altérité, avec toutes les possibilités d'incompréhension que ça suscite et toute la crainte qui peut aller avec ça. Il y a pas d'investissement ni économique ni affectif dans la consommation de pornographie. Et à la limite, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que lors du confinement de 2020, il y a eu une hausse, là encore considérable, de la consommation de pornographie qui semblait répondre à un certain désœuvrement. Et c'est précisément pendant cette période que les plateformes de streaming pornographique ont joué tout un tas
de cartes qu'elles avaient déjà commencé à jouer, dont celle de la connivence avec leurs consommateurs, en leur proposant des offres à tarifs préférentiels et en laissant entendre que, bon, bah, puisqu'on est enfermé chez soi avec un ordinateur, il n'y a pas de mal à se faire du bien et c'est sans doute pas la façon la plus stupide ni la plus vaine d'utiliser son temps que de se masturber devant son ordinateur. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Difficile à dire, euh, mais force est de constater que les industriels semblent bien penser qu'il y en a un. Et ils ont plutôt intérêt à ce qu'il y en ait un. Dans un milieu qui est aussi concurrentiel que la pornographie, il est évident qu'on ne peut pas envisager de pornographie dite réaliste. Il y a certains cinémas pornographiques, enfin certains clips pornographiques qui vont se vendre comme étant plus réalistes, mais ils ne peuvent pas être réalistes, dans le sens où leur finalité, elle est excitative. C'est-à-dire qu'il faut quand même coller aux impératifs du marché. Il faut se plier aux impératifs qui sont fixés par ce que propose la concurrence. Et donc, ça veut dire que pour un homme, il faut être tout le temps en érection, dans des rapports qui sont extrêmement longs. Et ça implique bah, notamment de procéder, c'est un secret de polichinelle hein, sur les plateaux de tournage, ça implique de procéder à des piqûres préventives dans le sexe. Voilà. Quant aux femmes, évidemment, on ne parle pas des multiples blessures qui sont occasionnées par les tournages pornographiques. Donc évidemment, on ne peut pas coller dans la vie réelle à ce que font des acteurs sur les plateaux, puisque les acteurs, ils n'arrivent pas naturellement doués et naturellement prêts à tout et prêts à toutes les contorsions sur les plateaux. C'est le tournage et le tournage intensif qui les produit comme tels, à la manière dont l'usine fait l'ouvrier. Hein. C'est pas l'ouvrier qui arrive tout fait à l'usine, c'est l'usine qui façonne le corps dont elle a besoin. Bah, les plateaux de tournage façonnent les corps dont ils ont besoin. Et ils sélectionnent les corps qui sont les plus aptes à jouer. Donc forcément, dans la mesure où, et c'est toute l'hypocrisie de la chose, dans la mesure où la pornographie se vend comme une image réaliste de ce que c'est que la sexualité, par rapport justement à toutes les époques passées où on n'a pas pu montrer ce qu'était la sexualité de manière authentique, donc dans la mesure où la pornographie se vend comme la première monstration complète et authentique de la sexualité, mais dans la mesure aussi où il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour voir qu'elle est un artefact, qu'elle est construite, qu'elle est produite, qu'il y a des coupes, qu'il y a des choses qui ne sont pas montrées et qu'on ne peut pas les montrer, ben, en fait, le consommateur, quand il n'est pas voué à développer un profil sadique, il ne peut être voué qu'à développer un profil névrotique. La consommation pornographique, elle ne résulte pas d'un libre choix. On est poussé, on est incité à la faire et à la faire dans des proportions toujours plus grandes. Et surtout, on est poussé à la voir comme une activité innocente, voire nécessaire à une sexualité épanouie. Donc c'est très difficile individuellement en fait de s'extraire de ces mots d'ordre-là. On peut tout à fait comprendre intellectuellement qu'ils sont vains et qu'ils sont artificiels et intéressés, hein. En fait, c'est ce dont les industries pornographiques ont besoin pour continuer à prospérer tout en étant encore attaché affectivement à ces mots d'ordre-là. C'est-à-dire que mon désir reste façonné, quoi que pense mon intellect, par toute cette industrie et les prescripteurs d'opinion. Donc, est-ce qu'il y a des manières de se libérer de ce commerce-là? Bah, je pense qu'en fait, la réponse, elle ne peut être que collective, donc elle ne peut passer que par le travail des associations de terrain, association en faveur de l'abolition de la prostitution et de la pornographie, à condition bien sûr que le travail de ces associations soit relayé médiatiquement, ce qui manque cruellement aujourd'hui, et ce qui fait que le débat public n'existe pas sur ces questions. En fait, la société dans laquelle nous vivons et qui est la société dont a besoin le capitalisme hédoniste dont on parlait tout à l'heure, procède elle-même à l'éducation de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'éducateurs de métier, il n'y a pas besoin de prescripteurs de bonne conduite sexuelle. En fait, elles sont données par la pornographie. Alors évidemment, ce ne sont pas des bonnes conduites au sens moral, hein. Ce sont les conduites dont a besoin l'industrie pornographique pour augmenter toujours le vivier de ses clients. Si on se pose comme éducateur, on arrive toujours trop tard. En fait, le libre accès à la pornographie, mais aussi à toute l'idéologie de la jouissance qui transpire aussi dans la publicité plus généralement, hein, dont c'est un lieu commun de dire qu'elle objectifie le corps des femmes et qu'elle reprend à son compte les codes de la pornographie pour les utiliser de manière plus ou moins consciente. Le secteur pornographie, le secteur publicitaire, mais en fait tout un tas de domaines propres à la culture populaire initie la jeunesse a des comportements qui ne sont pas les bons sexuellement.
en sous-entendant que, contrairement à tout ce qu'on peut entendre sur le consentement et la nécessité de vérifier le consentement de ses partenaires, tout le monde désirerait en permanence prendre et être pris. C'est ça, le fond de l'idéologie de la jouissance. Et donc, se poser en éducateur par rapport à ça, c'est se poser en fait d'entrée de jeu comme un dinosaure, qui n'a rien compris, qui n'a rien compris à la libération des mœurs. Et donc, c'est assez délicat de proposer quelque chose comme une éducation. En fait, pour répondre de manière très crue, si on veut se redonner la main sur l'éducation de la société civile, il faut liquider les industries de la pornographie et, de manière générale, il faut liquider le capitalisme qui a rendu l'exploitation de la sexualité rentable.